Jornril, la Vierge froide et autres racontards arctiques. Entrée dans l'histoire. Où Björken met à profit le raccommodage pour disserter sur le sens de l'histoire et où un ours déboule pour lui donner raison. Il est dans mes intentions, dit Björken à Lasselille, de léguer ce pantalon à l'Institut Arctique le jour où on devra me sortir de mes kamiks. Il sera suspendu dans une de ces cloches à fromage où les mythes ne pourront pas le bouffer, de manière que les gens puissent, pour dessous, venir voir comment un pantalon arctique se présentait de notre temps. Parce qu'à ce moment-là, mon ami, ce pantalon, tout comme nous, sera historique. Peut-être même universellement historique. Björken était assis à table. Il avait une paire de petites lunettes rondes sur le nez et un bout de langue au coin droit de ses lèvres. Björken était un homme long et d'un blanc farineux. Il avait l'air meurtri, alors que personne ne l'avait cogné depuis la grande bataille à Cap Thompson 6 ans auparavant. Une de ses oreilles pendait comme une feuille de chou fanée juste au-dessus de la mâchoire, et ses dents supérieures étaient cassées, ce qui lui avait valu d'être affublé du surnom d'épaulard. Björken raccommodait son pantalon. Il se servait d'un morceau de peau de phoque dont il avait enlevé les poils, morceau qu'il fixait soigneusement au tissu noir et laineux avec de petits rivets de cuivre. « Alors, proclama-t-il, nous serons sans doute dans les livres d'école comme les autres grands. » Lasselille hocha la tête. « Ouais, ça m'étonnerait pas, dit-il. Et les pauvres gosses devront lire des choses d'un autre sujet et nous serons juste un tas de noms et d'années dont personne n'arrivera à se souvenir. C'est pas que je compte personnellement être cité par mon nom, mais toi et Valfred et William et le comte, certainement. Tu verras, il y aura sûrement quelques lignes sur toi aussi, promit Björken magnanime. Il y aura de la place pour nous tous, parce que dans ce temps-là, Lasselille, ce sera fini avec l'histoire là-bas en bas. Ils seront tous tellement pareils qu'ils pourront tenir sur la même ligne dans une parenthèse. Ils seront sans histoire. Prends bien note de ce que je te dis, c'est le chemin que ça prend. Ils vont découvrir que l'histoire qu'ils ont écrite jusqu'à présent n'est que du remplissage et du bavardage d'un bout à l'autre, et pas du tout quelque chose qui peut nous en apprendre. À ce moment-là, ils seront bien obligés de tourner leur regard vers le nord. C'est en effet ce qu'on a toujours fait, Lasselille, quand on s'est embourbé. Parce que c'est ici que se trouvent les exemples, je te le garantis. Moi, et toi, et Museau, et les autres, nous sommes les exemples de l'histoire universelle. Il laissa cette dernière phrase flotter librement dans l'air. Elle n'arriva cependant jamais complète jusqu'à Lasselille. « Qu'est-ce que tu entends en fait par exemple de l'histoire universelle » demanda-t-il. « J'entends exactement ce que je dis, » répondit Björken qui renvoya ainsi la phrase dans l'air. Il donna un formidable coup de marteau et écrasa le dernier rivet. « Ceux d'en bas sont des pataugeurs et ils l'ont toujours été, dit-il. Ils doivent toujours arranger tellement de choses pour tous les autres qu'ils oublient complètement d'arranger les choses pour eux-mêmes. C'est ce qu'ils appellent la politique et beaucoup de gens vivent de ça. Et ils croient que toute cette politique peut écrire l'histoire universelle, mais ils se gourent. Cette histoire universelle, ils devraient l'écrire sur du papier cul pour qu'au moins ça puisse servir à quelque chose. » Il leva le pantalon à la lumière et hocha la tête satisfait. Le voilà redevenu joli, pour ainsi dire neuf. Pour en revenir à cette histoire universelle, s'enquit Lasselille, c'est-à-dire celle qu'ils font là-bas, en bas, à quoi ça leur sert, Björk ? Lasselille était jeune et intéressé à l'élargissement de ses connaissances. C'était un bleu sur la côte, et il tenait en quelque sorte le rôle d'apprenti chez Björken et Museau. « Ah, rien, répondit Björken doctoral. Ils s'engueulent, se font la guerre et prennent note de tout. Mais bordel, ma tête à couper, ça leur apprend quelque chose. L'histoire universelle, mon ami, c'est de gros livres concernant des meurtres sur tous les fronts et l'amour de la patrie, l'honneur et ce genre de foutaise. Et juste quelques lignes ici et là sur la vie des gens ordinaires. » Il passa la main sur ses longs caleçons gris qui, eux aussi, auraient eu bien besoin de quelques pièces de peau de phoque. « Tu vois, Lasselille, nous ici, nous sommes comme le début de tout. Nous ne sommes pas si éloignés des longs bras qui sautaient tout autour à la période glaciaire dans des conditions à peu près identiques, que nous ne puissions retourner à cet état. Nous faisons un peu de chasse, et nous nous réjouissons de l'existence. Nous sommes toute l'évolution, mais nous sommes aussi le début. Tu comprends ? Non, répondit Lasselille, honnête. Il pensait lentement, mot après mot, sans pouvoir concevoir les choses dans leur ensemble. Quand il eut minutieusement repassé le discours de Björken, il hocha la tête. Maintenant, je crois que ça y est presque. Bien. Björken enfila ses longues jambes dans les réparations. En vérité, il n'y aura jamais personne d'autre que nous.
Nous sommes la réserve, on pourrait dire, et nous ne changeons plus. Quand toute cette merde là-bas en bas s'écroulera, nous serons ceux qui montrent le chemin. À ce moment-là, ceux d'en bas seront des résidus, et nous serons les seuls à être entièrement intacts. Björken secoua la tête avec gravité. La politique, c'est pour les renards, la Solile. Et le plus intelligent baise le moins intelligent et appelle ça la démocratie. Bien sûr, c'est encore des chasseurs là-bas en bas, mais c'est une putain de chasse qu'ils pratiquent. Et le résultat n'est pas convenable pour l'histoire universelle. Nous, par contre, nous sommes au centre de l'histoire. Nous tenons le même pas que les anciens avec leurs longs bras et leurs massues. En bas, ils tournent en rond dans de trop petites chaussures et avec beaucoup trop de corps aux pieds. La Solile, qui avait du mal à venir à bout des images, demanda encore une fois un délai de réflexion. Dis-moi, Björken, cette histoire de pas, comment il faut comprendre ça? Björken montra du doigt son crâne long et étroit. Ouais, comment? Ça vient de l'intérieur et ça ne se comprend que là-dedans, mon ami. Nous ne devons pas nous faire passer pour mieux que nous sommes, et la nature n'aime pas beaucoup les déviationnistes. Tête la première et museau au vent. Cette réponse mit le moral de la Solile à 0. Il laissa tomber et saisit avec gratitude le mot museau. Au fait, museau où il est demanda-t-il. Museau? Oui, voilà un exemple brillant de ce dont je viens de parler, répondit Björken, qui ne semblait pas prêt à lâcher son histoire d'histoire. Museau était un chasseur de premier ordre, jusqu'à ce qu'il perde ses lunettes. Mais à partir de ce moment-là, ça a été la nuit pour lui. La nature n'accepte pas qu'un chasseur perde ses lunettes. Peut-être qu'il est chez les chiots, dit la Solile. Björken, qui portait maintenant son pantalon arctique, alla à la fenêtre. Oui, il est chez les chiots avec de la confiture. Et là, tu vois, la Solile, Museau s'est débrouillé pour se faire des amis à temps. Ça peut être utile quand on dépend des autres. Mais un jour, s'il n'arrive pas à trouver de nouvelles lunettes, ses amis à quatre pattes vont le renverser et se le bouffer. Ou au moins, ils vont en bouffer tellement que je pourrais enterrer le reste dans une boîte à biscuits. Et nous voilà de retour dans l'histoire. La Solile regarda dans la nature. Il n'y avait pas grand-chose à voir parce que c'était la période sombre et il n'y voyait pas au-delà du halo de lumière de la lampe Petromax suspendue au pignon. Il apercevait pourtant Museau près de la chaîne des chiots. Museau avait un grand pot marron dans les bras. Il voyait comment Museau tâtonnait sur les têtes des chiens déjà presque adultes pour trouver qui était qui, avant d'enfiler une poignée de confiture de myrtille dans la gueule béante. Museau adorait ses chiots. Même quand il avait encore ses lunettes et pouvait voir, il les régalait de petites friandises. Mais à l'époque, il n'avait de la confiture qu'une fois tous les 15 jours. Depuis qu'il avait perdu ses lunettes et était devenu de ce fait presque aveugle, il leur en donnait tous les 2 jours. Il avait demandé à la Solile de lui cueillir des baies et les avait confites dans du sucre et du rhum. C'était une confiture forte et savoureuse dont les chiots raffolaient. « Dieu sait s'il voit quoi que ce soit sans ses lunettes » souffla la Solile. « Il ne distinguerait pas un morse furieux d'un caplan mort » murmura Björken. « Il voit même pas la maison avant d'avoir la poignée de la porte sous la main. »« Comment ça se fait que tu le laisses se promener dehors s'il ne voit rien ?»« Ah ouais, pourquoi ?»« Pourquoi ?» Agacé, Björken fixa la Solile. « On peut quand même pas l'empêcher de sortir. Je peux pas non plus enfermer ce malheureux dans une cabane annexe ou l'attacher à sa couchette, merde. S'il veut sortir, c'est son problème, pas le mien. Il est d'ailleurs habitué à se débrouiller tout seul, et à part le fait qu'il y voit que dalle, il fonctionne très bien pour tout le reste. » « Mais il pourrait emmener la loupe, » suggéra la Solile. « Et la perdre aussi, tiens. Pas question, la loupe reste dans la maison. Même comme ça, il peut cuisiner, dépecer et se rendre un peu utile au moins. » Björken prit la loupe en question sur la table. C'était une loupe qu'il avait volée à un géologue allemand bien des années auparavant. « Cette loupe a quelque chose de spécial, » dit-il à la Solile. « C'est pourquoi je ne veux pas la perdre. Chaque fois que je la prends dans ma main, je repense à l'époque où je me la suis, disons, procurée, et ces pensées disparaîtraient peut-être complètement si je ne l'avais plus. D'ailleurs, Museau ne peut pas du tout s'en passer à l'intérieur. Cette loupe l'occupe malgré tout. S'il ne l'avait pas, il deviendrait une chiffre molle. Et si on est une chiffre molle, on est détesté par les copains parce qu'on vit en parasite. Et une fois qu'on est détesté par les copains, on déprime, et avec la déprime, ça finit par vous amener le grand vertigo. Voilà pourquoi la loupe doit rester à l'intérieur. » La Solile, impressionnée, regarda Björken. « Tu sais vraiment exposer les choses, dit-il. À t'écouter, on en a la tête qui tourne. »« Il y en a qui réfléchissent même en vivant à l'écart, répondit Björken. Et si on fait ça, on devient quelque chose. Retiens bien ça, la Solile. »« C'est vrai que quand je vais contrôler les pièges, moi aussi je pense, précisa la Solile avec zèle. C'est comme si j'organisais mes idées, Björken. C'est pas bien ça ?
Je commence le matin, et pendant que j'attelle les chiens, je décide de penser à un sujet que j'aimerais examiner à fond au cours de la journée. Ça semble raisonnable. Björken hocha la tête et considéra son jeune élève avec bienveillance. C'est très important d'aller au fond des choses, là, ce Lille. Le jeune chasseur inclina la tête et fixa les planches de la table. Seulement, c'est si difficile, chuchota-t-il. Je suppose qu'il faut avoir un don. En ce qui me concerne, il y a toujours quelque chose qui m'échappe. Exprime-toi un peu plus clairement, demanda Björken. Eh ben voilà. Mettons que je vais atteler les chiens et que je décide aujourd'hui, je vais penser au mot café. Aujourd'hui, tu dois penser au café, là ce que je me dis, et à rien d'autre. C'est un bon début, n'est-ce pas, Björk? Mais avant d'être monté sur le traîneau, le café m'a échappé. Parce que, à ce moment, je me suis premièrement imaginé les petits grains ronds qui seront moulus dans le moulin, et ça me fait penser à mon oncle paternel qui est meunier, et tellement fort qu'il peut porter un sac plein de blé sous chaque bras. Et ça me fait penser à un solide gaillard qui s'appelait Ursus, et qui était dans un cirque dans ma ville natale. Un cirque où il y avait aussi un manège que nous, les garçons, devions tirer 10 fois pour avoir un tour gratuit. La Solile leva un regard plein d'excuses. Tu vois, je me suis éloigné de... Qu'est-ce que c'était? Le café, soupira Björken. Oui, le café, je n'arrive pas à y revenir. Ça se passe comme ça à tous les coups. Björken haussa les épaules. Ça arrive assez souvent chez les gens comme toi, dit-il. C'est la concentration qui te manque, la Solile. Dans toutes les circonstances de la vie, ce qu'il faut, c'est pouvoir se concentrer. Il regarda vers les chiots. Museau, là-bas, il n'a pas tellement de capacité de concentration non plus, mais il a autre chose qui le rend historique et dont il tire profit. Il a peur de rien, et pourtant, il n'est pas complètement stupide. Une combinaison de lui et moi, ça donne le chasseur parfait. Voilà pourquoi nous restons ensemble depuis de nombreuses années. Ils s'assirent à table et firent une longue pause. La Solile pensait au café et se perdait cette fois via la couleur brune des grains de café jusqu'à une autre couleur brune qu'il avait admirée à Skorosbysund et qui appartenait à une jeune dame nommée Magdalene. Cette couleur brune se trouvait partout sur la fille et c'était si charmant et agréable pour l'œil qu'en fait il n'avait aucun mal à la retenir dans ses pensées. Björken revint à l'histoire universelle. C'était un sujet qui pour l'heure l'occupait beaucoup. Ils restèrent assis, s'enfoncèrent en eux-mêmes, abandonnant leurs ombres énormes et laineuses sur le mur de bois rugueux. Ils étaient tellement loin qu'il se passa un petit moment avant qu'ils ne remarquent que les chiots s'étaient mis à aboyer avec excitation. « Sacrebleu, il le bouffe maintenant !» Björken se leva d'un bond et courut vers la porte de la cuisine, d'où l'on avait la meilleure vue sur le lit de la rivière. Dans la lueur de la lampe, il voyait Museau et les chiots. Et il voyait aussi un jeune ours, qui balançait son long cou devant le pot marron de Museau. À travers l'aboiement des chiots, il entendait Museau l'engueuler. « Alors, mon gaillard, qu'es-tu, toi? Il me semble que tu fais pas partie de la bande, camarade !» Il sortit la main du pot. « Un grand balèze comme toi, t'as l'air aussi gourmand que les petits, hein ?» Il fourra une poignée de myrtilles parfumées au rhum dans la gueule de l'ours. « Oui, oui, compagnon, t'en auras cette fois-ci, mais songe pas à revenir une autre fois, je te signale que c'est réservé aux chiots. » L'ours mangea avec voracité. Il lécha soigneusement la main de Museau, lécha jusqu'à ce que les doigts, la paume et le dos de la main soient luisants de propreté. « T'as l'air d'apprécier les gourmandises de Museau, hein? Hé hé !» rigola Museau et il lui donna encore une poignée. Björken sauta sur son fusil, logea une cartouche dans la culasse et visa à partir du battant inférieur de la porte. Tout en gardant l'ours au bout du canon, il chuchota à la Solile. « Tu dois t'enfoncer ça dans le crâne, la Solile, parce que c'est justement là que je voulais en venir tout à l'heure. Maintenant, Museau est en train d'écrire une page de l'histoire universelle. » Il visa la tête de l'ours et rigola doucement. « Ha ha, là-bas en bas ils peuvent toujours s'engueuler, inventer, se battre et faire tout ce qu'ils veulent. Mais aucun de ces péteux n'est capable de nourrir un ours les poings nus comme Museau ici. Ça, la Solile, ça c'est de la putain d'histoire universelle où je m'y connais pas. » La Solile regarda avec des yeux tout ronds vers la rivière. « Il croit sûrement que c'est un des vieux chiens qui s'est détaché, » chuchota-t-il la voix enrouée. « Museau croit rien du tout, » grommela Björken. Il plia l'index et tira doucement. La détonation fit hurler les chiots de terreur et l'ours fit quelques pirouettes qui arrachèrent le pot des mains de Museau. L'ours s'écroula avec un vilain tout sautement dans la neige, raide mort. Museau se pencha et tâtonna à la recherche du pot. Sans se retourner, il cria vers la maison.
Bien visé, Björk. Il était doux comme un agneau, mais il a failli m'arracher la peau des mains avec ses coups de langue. Et au chiot, il cria. Aujourd'hui, il y a une ration supplémentaire pour les petits. Confiture, confiture. Hataangakai awangeken ngoyen toden awangeken aathangakai ngoyen toden cô cho kết công quật được ai cô trong kết công quật được ai an ai ôi ôi trong kết công quật được ai. Le tatoueur, où l'on a la preuve qu'au nord du cercle polaire, tout le monde est prêt à investir dans l'art. Monsieur Johnson, dès son arrivée, posa des problèmes. Il débarqua à Cap Thompson, coiffé d'un feutre, une cafetière émaillée dans la main gauche et un sac de voyage en toile dans la main droite. Il était vêtu d'un costume noir, d'une chemise noire et d'une cravate blanche, et portait des chaussures tressées et pointues. Dans sa bouche flamboyaient d'innombrables dents en or, ce qui révélait une aisance tout à fait inhabituelle au nord du cercle polaire. C'était vraiment un homme étrange, qui détonnait dans la vie quotidienne de Cap Thompson. C'est d'ailleurs bien ce qu'estima le chef de station, Mads Madsen. Quand il eut fait le point sur son futur assistant, il jura comme un damné et commença à faire ses valises. « Maintenant ils ont touché le fond là-bas en bas », grogna-t-il vers le capitaine Olson de la Veslemari, lequel débarqua immédiatement pour servir de médiateur. « Il se trompe s'il croit que je veux passer un hiver entier à regarder cette espèce d'émir du pétrole. Soit ce polichinelle repart, soit c'est moi que tu remmènes. » Le capitaine, en homme juste qu'il était, examina M. Johnson de plus près et dut bien donner raison à Mads Madsen. Il usa des meilleurs arguments auprès de M. Johnson, lui faisant remarquer tous les inconvénients et désagréments qu'un séjour en Arctique pouvait représenter à plus long terme. Rien n'y fit. M. Johnson resta inébranlable. Il avait passé contrat avec la compagnie pour 1 an, et rien ne le ferait changer d'avis. Il n'était pas du genre à rompre un bon contrat. Il souhaitait apprendre le métier de chasseur, et il était donc tout à fait exclu qu'il reparte. Ce fut donc Mads Madsen qui partit. William Lenoir, qui avait été l'assistant de Mads Madsen, fut nommé chef de station par intérim, et il promit au capitaine de faire de son mieux pour ne pas tuer M. Johnson au cours de l'hiver à venir. Il prit la responsabilité de la station, et, avec son nouveau collègue, il salua la Veslemari qui partit du bout du cap en brisant la glace. Il allait se révéler que M. Johnson n'était pas si épouvantable que cela. C'était même un petit bonhomme intéressant. Il était allé au Japon et en Amérique et pouvait vraiment participer aux conversations dans pas mal de domaines. Il continuait à porter son costume parce que, comme il disait, il y a certaines habitudes dont on ne doit pas se défaire, même en zone arctique, et il ne buvait de café que celui qu'il avait préparé dans la cafetière émaillée. Tout cela constituait des singularités qui, nulle part sur la côte, ne passaient inaperçues. Quand l'automne arriva, avec ses journées froides et venteuses, William Lenoir parvint quand même à le persuader de couper le bord de son chapeau de manière à le rentrer dans le capuchon de l'anorak. Et même les chaussures tressées furent troquées contre une paire de bottes sabots graissées à l'huile de baleine. William considéra qu'il avait désormais un compagnon raisonnable et tout à fait convenable. La particularité de M. Johnson ne tenait cependant pas tellement dans sa manière de s'habiller, ses histoires de l'étranger, ni dans son irrémédiable inadaptation à la nature. Ce qui contribuait à sa réputation sur la côte et forçait l'admiration, c'était son don exceptionnel pour le tatouage. Dans son petit sac de voyage gris, il avait apporté des flacons de couleurs, des aiguilles, des marteaux et autres instruments pour incruster de belles œuvres d'art dans les bras des gens ou en tout autre endroit où il pourrait souhaiter les porter. Il était naturel qu'il commence par William Lenoir. Celui-ci avait la peau fine et lisse, comme les enfants manouches l'ont habituellement, mais il souhaitait pourtant encore l'enjoliver d'une petite croûte. Il demanda un cœur rouge avec une flèche flamboyante, ainsi que l'inscription « Maman » en grosses lettres bleues.
William Lenoir n'avait jamais connu sa mère, mais il était persuadé qu'un cœur comme ça la lui apporterait un jour ou l'autre. Les blessures une fois cicatrisées, il remontait sa manche et admirait son cœur à tout bout de champ. Il pensait beaucoup à sa mère, que par le fait il arrivait à s'imaginer plus facilement maintenant. William était tellement ravi de son tatouage qu'il mit en route la yole à moteur dès la fin septembre et partit en voyage avec M. Johnson. Ils descendirent le long de la côte pour donner l'occasion aux amis et voisins d'admirer le bras de William. Ils rendirent d'abord visite à Magnus von Weile, qui était noble et qu'on appelait pour cette raison le comte. Le comte était un original qui depuis des années essayait de cultiver des pommes de terre et du seigle sur un petit champ qu'il avait défriché devant la station de Grover Bay. Chez lui, on avait toujours le repas servi sur une nappe, et il exigeait de ses visiteurs qu'ils mangent avec le couvert présenté et ne se servent en aucun cas de leur couteau de chasse à table. Comme le comte n'avait guère de temps pour chasser, rapport à son agriculture, on se débrouillait pour toujours apporter soi-même la viande qu'on souhaitait consommer pendant le séjour. Les repas étaient arrosés de vin de baie et de pétales de fleurs, des vins que le comte concoctait lui-même et qu'il servait à ses visiteurs dans des bouteilles à étiquette. William Lenoir fit les présentations dès son arrivée. « Voici donc mon compagnon, M. Johnson. Il a été au Japon et en Amérique. C'est pas à lui que tu pourras en mettre plein la vue. » Le comte s'inclina, le dos raide, et répondit que c'était un honneur pour lui de faire la connaissance de M. Johnson. « Ouais, tu l'as dit, renchérit William, parce qu'en plus c'est un artiste, ça je peux te le dire. » Il remonta sa manche et exhiba son avant-bras. « Alors, qu'est-ce que t'en penses, comte ?» Le comte observa attentivement le cœur. Il pencha la tête sur le côté avec une moue admirative. « Joli. Pas mal du tout. Un très beau tatouage, William. D'où est-ce que tu sors ça ?»« C'est M. Johnson qui me l'a gravé, » répondit William Lenoir. « Ça, c'est un artiste, tu trouves pas ?»« C'est comme se rapprocher un peu de sa mère, un cœur comme ça. Tu devrais t'offrir un tableau, toi aussi, comte. À mon avis, ça t'embellirait. » Le comte secoua la tête. Il n'aimait pas l'idée de se décorer le corps. Il avait d'ailleurs des préoccupations autrement plus importantes que de se faire tatouer. « Tu devrais lui laisser te faire une pomme de terre ou un joli champ de seigle sur la poitrine, » proposa William. « Tu ferais ça facilement, n'est-ce pas, Johnson ?» Monsieur Johnson plissa des yeux et réfléchit. « Je dois avouer qu'aucune de ces choses ne se trouve dans mon livre de méthode, dit-il, mais avec un peu d'imagination, et surtout si je peux avoir des modèles, je devrais y arriver. »« Tu vois, comte, Monsieur Johnson peut tout faire. Tu devrais te prendre un demi-kilo de pommes de terre sur une gerbe de seigle. Ce serait très beau, je pense, surtout en couleur. »« Je préfère m'en passer, » esquiva le comte poliment. Et ils laissèrent tomber le sujet pour l'instant. Monsieur Johnson et William allèrent visiter les champs du comte. Ils admirèrent à voix haute quelques pousses que le comte certifia appartenir à une patate, et ils marchèrent délicatement autour du terrain rocailleux que le comte présentait comme étant un champ de seigle. Après, ils retournèrent à la maison pour admirer le comte tout à la création de chefs-d'œuvre avec le morceau de bœuf qu'ils avaient apporté. Il fit rôtir, frire, revenir et tout pendant des heures, puis il fit dresser la table à M. Johnson, avec une nappe et de vrais verres, assiettes et couverts. William Lenoir était assis devant la fenêtre à regarder son cœur. Il était de bonne humeur. Le petit cœur rouge lui prouvait qu'il avait pris source quelque part, qu'il avait une maman. Une maman ravissante d'ailleurs, massive, solide et noire, pétillante de bonne humeur. Il cria au comte. « Dis donc, comte, y a rien de plus délicieux que d'avoir une mère !» Le comte, surpris, leva les yeux de sa poêle. « Certes, murmura-t-il, certes. » Et William continua. « On est pour ainsi dire différents à partir du moment où on a une mère, enfin je trouve. Une petite vieille chose qu'on peut aimer et pour qui on peut être bon. » M. Johnson participa. « C'est vrai, William. Tout le monde devrait avoir une maman, et si on ne peut pas se l'amener ici dans le désert, on peut au moins la porter sur son avant-bras. » Ils prirent un repas, auquel le comte donna un nom en étranger, ce qui ne l'améliorait pas particulièrement, et ils burent des vins en bouteilles qui portaient des noms compliqués. William trouva qu'ils avaient tous le même et mauvais goût. C'était comme s'il manquait de tranchant. M. Johnson chanta les louanges du vin et de la viande. Il rôta régulièrement et presque sans bruit, ce qui impressionna beaucoup William. En fait, il passa le dîner à calculer par quel bout prendre le comte, car le comte devait évidemment avoir un tatouage. Bien sûr, un tatouage qui ne pourrait pas être gratuit, contrairement à celui de William, parce que soit on voyage en tatouant les gens pour vivre, soit on reste à la maison à s'occuper de ses affaires et à gagner son pain comme ça. Il buvait à petits coups le Clos Vougeot maison et échafaudait dans sa tête une liste provisoire de prix.
Un cœur avec maman devrait raisonnablement être estimé à une peau de renard ou 2 peaux de phoque de première classe. Une goélette à 2 mâts tournerait bien autour de 3 renards ou 2 peaux de phoque mouchetées. Si on se souhaitait un 3 mâts carré, le prix grimperait alors au moins à 5 renards, un demi-ours ou 10 phoques. Cela pouvait servir de tarif de base et jusqu'à nouvel ordre. Si quelqu'un avait des souhaits particuliers, on ferait alors un devis approprié. Monsieur Johnson décida de faire un petit catalogue qui pourrait faire le tour des stations. Ce catalogue devrait comporter une liste de prix et être richement illustré. Le comte, qui n'avait pas reçu de visite depuis longtemps, s'enivra ce soir-là. Il était extrêmement rare qu'il boive de l'alcool, et il ne sentit donc rien avant qu'il ne soit trop tard. Il commença à se vanter de ses pommes de terre, qui, de notoriété publique, étaient indignes de cette vantardise, et il radota sur ses champs de seigle ondulants, sur l'autarcie et autres élucubrations de ce genre. Au bout d'un moment, William Lenoir en eut assez de l'écouter et proposa qu'on aille se coucher. Mais M. Johnson, de l'autre côté de la table, faisait des clins d'œil à son compagnon pour lui faire comprendre qu'il avait de tout autres projets. Il commença à entretenir le conte de magie. Et comme Magnus von Weilen n'avait plus les idées tout à fait claires, il approuva M. Johnson dans la plupart des choses qu'il avança. M. Johnson put ainsi parler de gens étranges qu'il avait rencontrés au cours de ses pérégrinations, et entre autres, d'un peuple dans un pays qu'il ne nomma pas, en Amérique centrale, où tout le monde avait une pomme de terre tatouée sur le front. D'après ce qu'on disait, c'était bon pour la fertilité. Et aussi que cette vieille magie n'était pas sans effet, il l'avait vu de ses propres yeux. Ce peuple avisé cultivait des pommes de terre, dont les plus petites étaient de la taille d'une citrouille en pleine maturité. Le comte, complètement ivre, hochait la tête. Il y avait sûrement du vrai là-dedans, parce que d'après ce qu'il savait, la pomme de terre venait justement d'Amérique, comme le chewing-gum et la syphilis. Quand le comte émergea enfin de sa cuite, William Lenoir et M. Johnson avaient repris depuis longtemps leur tournée. Ils avaient filé en douce, vite fait, en emportant 2 peaux de phoque mouchetées que le comte avait reçues en cadeau, des années auparavant, de 2 Esquimaux venus du sud. Les peaux avaient été clouées au-dessus de sa couchette pour embellir la cloison de bois. En contrepartie de ces excellentes peaux, ils avaient laissé, sur le torse noble et anesthésié, un superbe tatouage. Une vraie petite œuvre d'art, que le comte avait eue pour un prix somme toute dérisoire. Mais M. Johnson, saisi par le feu sacré de l'inspiration, avait, à la lueur de la lampe à pétrole, accompli un chef-d'œuvre qui allait pour toujours orner la cage thoracique un peu creuse de Magnus von Weilen. William Lenoir pensait avec plaisir au tatouage quand il lança le moteur et fit sortir silencieusement le bateau du fjord. Un tatouage fantastique. Un blason de premier ordre, entouré de rameaux de chêne et de fioritures, traversé par une lance de couleur rouille. À gauche, sous cette lance, on pouvait voir une pomme de terre en germination et à droite un lourd épi de seigle. Dans un petit rectangle, sous le blason, était écrit en lettres tarabiscotées, que M. Johnson appelait gothique, le mot comte, ce qui était à la fois exact et joli. Ils continuèrent en direction de Björkenborg, mais dans le détroit du Fou, ils eurent une panne de moteur, et c'est donc à la rame qu'ils regagnèrent Cap Thompson. Tout au long de l'hiver, la clientèle défila chez les chasseurs de Cap Thompson. Les rumeurs sur les tatouages du comte et de William s'étaient répandues et avaient touché même les coins les plus reculés. On venait consulter M. Johnson sitôt que les conditions météorologiques le permettaient. Comme on n'avait plus vraiment le temps de chasser, on vivait à Cap Thompson des provisions des visiteurs, on buvait de l'alcool maison, on s'amusait et on tatouait parfois jour et nuit. Chacun voulant surpasser l'autre, il n'y eut pas de limite à l'imagination pour les dessins que les chasseurs se firent incruster sous la peau cette année-là. Les seuls qui ne vinrent pas furent Vieux Niels et Halvor de Hona. On n'avait pas de nouvelles d'eux depuis 6 mois. On supposait donc qu'ils préféraient se tenir un peu à l'écart cet hiver-là. Il y a certaines années où on ne supporte pas de voir du monde, et Niels et son compagnon avaient eu pas mal de visites l'année précédente. Ils étaient sans doute passablement fatigués de ce va-et-vient. Le plus zélé des clients de M. Johnson fut sans conteste Björken. Il se fit tatouer 4 cœurs sur les avant-bras, avec 4 noms de filles différentes. C'était beau, mais ça faisait un brin vantard. En plus, il eut droit à un 3 mâts carré, toute voile dehors, et sur le dos à un dragon crachant des flammes. C'était fantastique de regarder Björken depuis qu'il s'était fait peinturlurer. Lui n'était pas du genre à se faire prier. Un tel dragon, disait-il le soir en enlevant son maillot de corps, ça vous réchauffe.
Autrefois, on pouvait rester à l'intérieur avec maillot et chandail islandais et tout, mais depuis qu'on a ce gars sur le dos, on sent mieux le ventre nu. » Et ainsi, Björken, maigre et blanc comme un vieil os, se laissait admirer. Il avait eu son dragon cracheur de flammes à crédit. Il avait promis à M. Jönsson 15 irréprochables peaux de renard et un ours pour cette œuvre d'art. Et M. Jönsson n'ayant estimé les intérêts qu'à 1 phoque par mois, l'affaire avait été conclue. La Solile, l'apprenti de Björken, qui venait de la campagne, avait pris commande d'un paysan derrière 2 chevaux de labour. À l'arrière-plan, il aurait voulu une ferme à 3 corps de bâtiment et un toit de chaume, mais il dut y renoncer pour des raisons d'économie. C'était Björken qui tenait les cordons de la bourse, et comme on le sait déjà, il était lui-même endetté. La Solile se contenta donc d'un champ marron et de 4 mouettes au-dessus d'un sillon. La paix et l'entente cordiale régnèrent sur la côte cette année-là. Les tatouages de M. Jönsson unissaient les chasseurs en une communauté qui semblait presque inviolable. Ils s'admiraient entre eux et se réjouissaient ensemble du jour où le bateau de ravitaillement, la Vesle-Marie, reviendrait. On écarquillerait des yeux à bord en voyant ce que l'hiver avait apporté de nouveau. Et c'est pourquoi il fut décidé d'accueillir la Vesle-Marie, tous attroupés, à Cap Thompson. L'été arriva. C'était la débâcle, et les barques à moteur furent nombreuses à prendre la mer et à se diriger vers la station de Cap Thompson. Tout ce qui avait été décoré se pointait, même le comte, qui au cours de l'hiver s'était habitué à son blason à épis et pommes de terre. En tout, 16 hommes. Le jour où la Vesle-Marie contourna la pointe la plus éloignée, chacun était assis sur un tonneau de lard sur la plage et faisait des signes de bienvenue. Le capitaine Olson les vit dans ses jumelles. Il les fixa stupéfait et cracha, excité par-dessus bord. « Que le diable m'emporte » hurla-t-il à son second. « Qu'est-ce que c'est que cette putain de galerie d'art ?» Il passa les jumeaux au second. « Un vrai carnaval !» s'esclaffa celui-ci. « On dirait qu'ils se sont bien amusés cet hiver !» Mads Madsen, qui en avait eu assez de l'Europe et qui avait donc signé pour une nouvelle saison, arracha les jumelles au second. « Qu'est-ce que je disais » maugréa-t-il. « On n'expédie pas ici un type à chapeau mou et chaussures tressées impunément. » Il rangea les jumelles dans la caisse sous la fenêtre. « Voilà, ce petit connard a réussi à bien les badigeonner. »« Pourquoi serait lui » demanda le second. « Parce que c'est le seul à avoir gardé sa chemise, pardi !» grogna Mads Madsen. Monsieur Jönsson quittait le Groenland après une saison très rentable. Il emportait 185 peaux de renard, 3 liasses de phoques, 4 ours blancs entiers, sans compter quelques peaux d'hermine, phoques mouchetés et bébés phoques. Il brandit sa cafetière émaillée, et quittant son chapeau mou qui maintenant faisait plutôt penser à une chéchia égyptienne, il salua cordialement Mads Madsen quand celui-ci descendit dans la yole pour se laisser porter jusqu'à Cap Thompson.